60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, 1960-2020 et après, que retenir de 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo? Que faire pour sortir le pays de la pauvreté? Et pourtant son sous-sol est tellement riche, la République démocratique du Congo, à qui le retard dû au développement de ces pays? Mesdames et messieurs, voilà autant de questions que nous allons devoir analyser et décrypter avec notre invité Jean Mbouyou, député national élu des Kabalo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Et je vous rappelle qu'il sera consacré uniquement à l'indépendance, mais également nous allons devoir aussi analyser quelques points d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Maître Jean Mbouyou, bienvenue. Merci. Et surtout, nous vous remercions pour avoir accepté de répondre à notre invitation. D'entrée des jeux, aujourd'hui nous parlons des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. 60 ans après, que retenir de ces 60 ans? Merci, cher ami aimé. 60 ans dans l'âge d'une personne humaine, c'est déjà un âge avancé. Quand aujourd'hui j'ai 60 ans, un peu au-delà, je m'étonne en disant quand nous étions plus jeunes, nous pensions que 60 ans c'était pour des vieux croulants. Et aujourd'hui nous sommes devenus ces vieux croulants, nous étonnant nous-mêmes que nous avons atteint 60 ans. Mais ces 60 ans, c'est un temps pour remercier le Seigneur, pour nous avoir fait parcourir les hauts et les bas, les contours, les méandres et les lignes droites, et nous pouvons dire merci Seigneur parce que nous avons combattu le bon combat et nous avons gardé notre foi. Foi dans cette République, foi dans le Congo, et 60 ans après, il n'y a aucun Congolais qui voudrait rentrer en arrière. Quelques-uns disent oui, la colonie c'était mieux, mais personne aujourd'hui n'est d'accord qu'il y ait une puissance colonisatrice qui vienne encore ici. Même si des Congolais, certains Congolais, préfèrent quitter les frontières pour aller vivre en Europe ou en Amérique, mais aucun Congolais ne serait d'accord qu'il y ait une nouvelle colonisation. Donc c'est cela qui est important à retenir. Ils aimeraient plutôt que nous dirigeons nous-mêmes, étant démocrates chez nous et à notre manière, que nous puissions faire avancer le pays de l'avant. Mais admettre l'idée d'être recolonisé, personne ne veut y revenir. Et c'est pour cette raison aussi que nous, Africains, Congolais aujourd'hui, on ne peut pas rechercher de rentrer vers l'esclavagisme, vers les discriminations de toutes sortes. Et dans le discours du 30 juin du président de la République, j'ai ressenti ce retour à ce rejet de cet état passé. Il dit, je me battrai pour que cesse, ou je ne ménagerai aucun effort pour que cesse les discriminations, le tribalisme et autre chose. Le népotisme. Nous avons un grand passé précolonial, avant la colonisation, qui est un passé d'esclavagisme. Un passé de traite négrière, très sombre, un passé sombre où nous avons été chosifiés, nous avons été déportés, nous sommes morts par milliers en chemin. Et nos premiers leaders ont lutté contre cela, que ce soit les Lumumba, que ce soit les Kasavubu, que ce soit les Mzee Laurent Désiré Kabila, que ce soit le président Joseph Kabila, tous ont lutté contre cet état de choses. Mes frères congolais, ne rentrons pas vers la dérive tribaliste, la dérive discriminatoire. Essayons de bâtir un Congo, comme le dit notre hymne national, un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo prospère, où nous minimisons ce genre de tares, qui sont des tares inhérentes à la nature humaine. Nous ne pouvons pas, disons, leur prêter main forte. C'est pourquoi je suis contre tous ceux qui proclament
une certaine sissiparité. Nous de tel endroit, nous les Congos, oh, nous les Luba, nous les Katangais, nous les Kassaïens, nous les Kivusiens. Non, 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 non. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple et l'histoire de notre départ pour être constitué État nous montre que nous sommes partis des discriminations que nous ne pouvons pas répéter. Nous devons plutôt nous comporter comme tous des citoyens qui avons la volonté d'aller de l'avant. Et du reste, l'humanité aujourd'hui nous donne aussi cette leçon de manière péremptoire, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau américain. On accepte aujourd'hui que toutes les couches de la population qui choisissent d'habiter dans un État, eh bien, soient acceptées comme telles. Mais, et on minimise alors les questions de discrimination, de racistes, comme dans des images que vous avez vues récemment, n'est-ce pas, aux États-Unis. Avec la mort de George Floyd. Voilà. Et tout, il faut le minimiser, il faut le condamner, c'est pourquoi les gens se mettent debout. Et, et j'estime faire un appel objectif à mon peuple pour dire, n'allons pas à cette dérive-là, ne rentrons pas là où nous ne sommes plus. On a déjà quitté, l'humanité tout entière a quitté ce niveau-là. Merci beaucoup. Jean Bouillou, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo 5 ans en avant? Oh, merci Aimé, mais je voudrais peut-être finir un peu mon idée en disant que ça c'était la leçon qu'on a tirée de l'époque précoloniale. Il y a aussi une leçon coloniale. Quand les Belges, d'abord le roi Léopold II a racheté ce pays et qu'il en a fait sa propriété, et il l'a racheté dans les mains de Henry Morton Stanley, qui est un explorateur, qui est allé le lui proposer, au moment où on lui proposait d'acheter un autre pays, ce qu'on appelle les Philippines aujourd'hui. C'est ce qu'on lui proposait. Il est tenté de négocier pour les Philippines, parce qu'étant un roi fort, il voulait aussi des propriétés importantes. Eh bien, ça n'avait pas marché avec les Philippines. Quand Henry Morton est arrivé lui parler du Congo, et on a fait ce Congo qui a été colonisé par la Belgique, mais on peut retenir de cette colonisation toutes les exactions négatives qui font d'ailleurs l'objet d'une campagne internationale aujourd'hui et qui ont fait l'objet d'un pardon récent, officiel de la Belgique par rapport à ce passé-là. On peut se demander, est-ce que bon, c'est pas tardif ce pardon-là, mais sur le plan historique. Un pardon 60 ans après, est-ce que c'est un pardon sincère ou c'est... Qu'est-ce qui se cache derrière ces pardons? Ça, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, mais prenons le fait. Oui. Ils ont accepté de s'excuser parce que la démarche ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit d'une démarche qui date déjà, qui provient de longtemps, des académiciens européens, africains qui ont insisté et finalement la Belgique est arrivée à s'excuser. Vous vous rappelez la campagne qui avait été menée par l'ambassadeur Mova Sakani en son temps quand il était à Bruxelles, et qui a été relayée par d'autres intellectuels africains. Et je crois que c'est important qu'aujourd'hui, qu'officiellement, la Belgique présente ses excuses, ce qui est une reconnaissance de culpabilité, ce qui peut poser la question de savoir comment dédommager. Parce que lorsque tu es coupable de quelque chose, eh bien, il faut dédommager. Nous laissons à des académiciens d'approfondir cette question du dédommagement et comment cela peut se faire. Mais il y a tout de même une certaine avancée. Et si on suit le discours du président de la République le 30 juin, il y a une volonté de continuer la coopération avec la Belgique. Il y a cette volonté de continuer cette coopération. Donc nous n'allons pas, disons, ignorer le passé, que le Premier ministre Lumumba avait retracé avec véhémence dans son discours du 30 juin, mais nous n'allons pas non plus nous arrêter à ce passé-là. Il y a un avenir à construire. Cet avenir se construira dans une coopération mutuelle, une collaboration mutuelle, un respect mutuel, mais cet avenir se construira aussi sur des questions à caractère économique, à caractère, je dirais, éducationnel, à caractère social. Mais ce n'est pas la Belgique qui va venir développer le Congo. C'est les Congolais qui doivent prendre conscience que pour développer leur pays, ils ont besoin du monde entier. Ils ont besoin de travailler eux-mêmes au développement de leur pays avant de compter sur les apports
et de l'ancien colonisateur et d'autres peuples aujourd'hui. Oui, c'est bien, les Congolais doivent travailler. Les Congolais doivent travailler, mais comment faire pour récupérer ce retard? Parce que vous savez que nous avons un grand retard aujourd'hui. Si nous faisons des analyses aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le taux d'accès à l'eau potable est à moins de 10%. Le taux d'accès aux infrastructures de base et de qualité, c'est à moins de 10%. Ça avoisine presque le 10%, comme le président de la République venait de le dire lors de son message du 30 juin, et c'est presque dans tous les secteurs comme ça. Si nous analysons, nous allons voir que c'est à moins de 10%. 60 ans après, comment est-ce que les Congolais peuvent faire pour récupérer ce retard? Oui, ce retard, il est d'abord normal. Oui. Et c'est une leçon aussi à tirer de la colonisation. La colonisation nous a plongé dans une économie qui n'était pas la nôtre. Il nous a plongé dans des habitudes qui n'étaient pas les nôtres. Il a amené la prospérité minière, c'est vrai. Il a amené la prospérité agricole, c'est vrai. Et tout cela, à l'indépendance, a montré que le Congo avait été une nation prospère. Et donc, il faut reconnaître aussi aux colons un des héritages que nous n'avons pas assumé, c'est notamment la bonne gestion de ce qu'ils ont tiré. Il y a une partie dont on parle qui a probablement aidé la Belgique, mais il y a une partie qui a aidé le monde, comme cette affaire du uranium du Congo pour la fabrication de la bombe atomique. Et il y a une partie qui a aidé aussi le Congo, parce que cette partie investie au Congo a produit des infrastructures, les hôpitaux, les routes, ainsi de suite. Donc, mais qui ne sont pas vraiment au niveau de la population, parce qu'il y a croissance de la population, mais les infrastructures et le reste sont restés en arrière. C'est à nous, les sexagénaires, et à vous, la jeunesse, de continuer le reste. Il ne faut pas demander à ceux qui ont commencé de continuer. Mais nous, les héritiers de cette colonie, nous, les nationaux, c'est à nous de continuer le reste du travail sans plus commencer à nous apitoyer sur ce qui n'aurait pas été fait pendant la colonisation. Non, ça n'a pas été fait. Prenons le fait et partons du fait que c'est parce qu'il y a eu une bonne gestion en un moment donné de l'histoire que nous avons pu aussi trouver quelque chose sur lequel le pouvoir postcolonial a construit. Et nous avons, depuis lors, le devoir de continuer dans l'intérêt de la population ce qui est effectivement bénéfique à la population. Maintenant, aujourd'hui, vous avez fait le constat que bon, toute cette infrastructure coloniale s'est détruite, ainsi de suite. Nous devons d'abord nous rappeler que la gestion coloniale a été un fait, non seulement des Belges, mais d'une certaine tradition de gestion européenne, euro-américaine. Et cette gestion est facilitée par une histoire, toute une série de connaissances, toute une méthodologie de connaissances, et que nous ne pouvons pas banaliser. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'éducation. C'est pour ça que le président Joseph Kabila est allé dans l'idée qu'il fallait commencer par l'école, a conçu 1000 écoles supplémentaires. Il faut arriver à instruire, à former, à mettre les enfants à l'école pour qu'ils acquièrent, disons, les grandes valeurs universitaires, universelles, pardon, les grandes valeurs universelles qui ont permis de développer cette humanité jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas rechercher de rentrer à l'Afrique ancienne, on ne peut pas rechercher à rentrer à la colonisation, mais l'intuition qu'a eu le président Joseph Kabila de dire il faut partir par l'école, de faire inscrire dans la Constitution la gratuité de l'école. Et au président actuel, Félix Tshilombo Tshisekedi, de pédaler davantage, d'aller au-delà en disant bon, on va rendre effective cette gratuité et de mettre cela au devant. Et toutes ces choses, je pense, font partie de quelque chose de basique et de très important, c'est-à-dire former d'abord, faire acquérir à nos générations à venir de nouvelles connaissances. Et l'éducation passe devant. Et l'éducation va de pair avec la santé. Il y a eu des hôpitaux coloniaux, il y a eu des centres de santé qui ont été continués, et nous sommes à la fois héritiers de ces structures en vue de les faire fonctionner, mais aussi bâtisseurs de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures de santé. Donc la question de l'éducation, la question de la santé, on ne peut pas y échapper. C'est une responsabilité collective.
et de tout Congolais. Et c'est pour ça que, je reviens un peu en arrière, les questions de détournement de deniers publics doivent réellement être sanctionnées. Il faut poursuivre les détournements et les sanctionner. Mais je retiens que la justice doit fonctionner dans les normes. Indépendamment. Indépendamment. Mais attention, il y a un débat actuel sur la justice et l'indépendance de la justice. On ne va pas courir plus vite que les rayons du soleil. Il ne faut pas penser que dans 5 ans, nous serons un État prospère. J'ai une certaine vision sceptique quand je vois tous ces discours politiques des Africains qui annoncent des airs ou des avenirs positifs, des avenirs radieux. Sans jauger les réalités qui sont sur place. Sans prendre en compte les quotidiennetés, les réalités quotidiennes. Je pense que si on est conscient des difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée aujourd'hui, on ne peut pas faire des discours d'optimisme béat comme ça. Certes, on a besoin de faire voir à notre population, de l'encourager, de lui montrer qu'il est possible de changer. Un monde autre est possible, une gestion différente est possible. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf de croire que dans 5 ans, nous aurons la prospérité. Dans 10 ans, il y aura de nouvelles difficultés. Mais nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à rappeler à nos générations que notre salut, c'est dans le surpassement, c'est dans le fait de nous organiser, de nous mettre ensemble, de choisir ce qu'il nous faut du point de vue des technologies, du point de vue de la vie quotidienne, du point de vue de la santé. Notre avenir, ce n'est pas d'imiter l'Europe, ce n'est pas d'imiter l'Amérique. Parce que nous avons des réalités qui sont totalement différentes de celles d'Europe. Le contexte est totalement différent. Mais dans le fond, quand je reviens de mon fief électoral, où probablement la seule avancée technologique, c'est peut-être le téléphone que les gens possèdent, ou un peu de lumière solaire, je suis là à me demander, oui, si on y fait des grandes choses, d'où viendra l'énergie? Qui payera pour cette énergie-là? Donc il n'est pas à souhaiter que le monde soit divisé à 2 niveaux de technologie, mais il faut insister pour que l'Afrique, dans son niveau actuel, et le Congo évidemment, puisse donner à la population un minimum de technologie pour aider leur vie quotidienne, au niveau agricole, au niveau de la pêche, au niveau de la santé. Je sens le besoin qu'au lieu que tout se fasse à la main, au lieu que tout se fasse à pied, hein, dans mon fief électoral, j'ai entrepris une action de donner à chaque village un vélo. Je suis donc à la recherche de finaliser un projet d'acquérir 600 vélos. Un village, un vélo. Un vélo. Oui. Un vélo pour tout un village. Oui, un vélo pour tout un village. Parce que le jour où vous avez un malade, oui, le jour où vous avez un message urgent, vous devez avoir la possibilité. Absolument. Il faut le faire arriver au centre. Parce que si on ne le prend pas par vélo, on le prend à pied, à la main, sur son dos. Vous devez marcher 15 km, 20 km, 25. Et souvent, dans mon fief, du moins dans mon territoire de Kabalo, j'ai rencontré des gens sur les routes avec des morts, parce qu'ils essayaient de faire parvenir ce mort à un dispensaire, le plus vite possible. Et alors j'ai raisonné en disant, parce que les villages n'ont d'autres moyens de communiquer sur terre que par le pied, il faut commencer par leur donner un minimum, c'est-à-dire donner un vélo à chaque village. En cas d'urgence, en cas de nécessité, ce vélo peut servir. Les riverains du fleuve... Ce qui explique qu'il n'y a pas des infrastructures de qualité, des bases, il n'y a pas de voies de communication pour faciliter les choses. Mais aujourd'hui, Jean Bouyou, excusez-moi de vous interrompre, que pouvez-vous dire et répondre à ceux qui disent que Lumumba a précipité l'indépendance de la République démocratique du Congo? Il fallait peut-être attendre encore 10, 20, pourquoi pas 30 ans, afin que tout le coin et le recoin de la République démocratique du Congo ait des infrastructures de qualité. Ça allait faciliter, voilà maintenant le vélo. Alors si quelqu'un a des comment... Donc je m'imagine un peu le film, je vois, ça fait très mal. J'ai eu quelquefois, j'ai la liberté de le dire, des débats de ce genre avec une autorité congolaise qui m'a surpris en me disant, voilà, Lumumba a précipité les choses.
il ne fallait pas qu'on en aille tout de suite à l'indépendance. Parce que tu vois ce qui nous arrive aujourd'hui. Je l'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit peut-être qu'on le dit parce que Lumumba l'a fait. Et on commence à avoir un regard critique. Contre lui. Contre lui. Mais en réalité, comme l'a dit une autorité congolaise aussi par le passé, devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, le fruit tombe quand même. Bon, Lumumba nous a anticipé en nous permettant d'avoir cette indépendance, puisque l'évolution de la pensée internationale en ce temps-là était déjà contre la colonisation. Et donc au niveau du Congo, des hommes, des femmes se sont levés, et vous connaissez l'histoire, depuis 1956, avec la création de la conscience africaine. Vous connaissez l'affaire des émeutes de 1959 pour exiger le départ des colonisateurs et tout ce que ça a entraîné. C'est tenu à Bruxelles de janvier à mars 1960, ainsi que l'indépendance du 30 juin au 30 juin, ainsi que d'ailleurs les discours, dont ce discours de Lumumba en présence du roi des Belges, ainsi que la sécession katangaise qui a été encouragée par les Belges. Eh bien, la mort de Lumumba finalement, la dispersion des nationalistes, les Gbenyé, les Soumialo, les Gizenga qui ont survécu, les Mzé Laurent Désiré Kabila et tout ça, eh bien, tout cela, ce sont des éléments de l'histoire de ce pays. Et ceux qui l'ont écrite, et comme disait Lumumba à sa femme, eh bien, cette histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et c'est important que cette histoire soit enseignée à nos enfants, et c'est le mérite des gens comme Elikia Mbokolo, professeur Ndaïwel et tant d'autres qui ont contribué à clarifier cette période coloniale, précoloniale même, et la période postcoloniale. Eh bien, de nouveaux historiens vont bâtir là-dessus. Mais ce Congo que nous voulons bâtir, nous devons être conscients qu'il va se bâtir dans l'histoire comme l'histoire d'autres peuples. Il ne va pas toujours se bâtir dans une histoire de prospérité. Il va se bâtir également dans une histoire de lutte continuelle que nous devons minimiser. Et il s'est bâti parfois dans le sang, comme les guerres entre 60 et 65. Et comme aujourd'hui les guerres politiques, même quand vous avez des alliés comme FCC, comme Cash, vous sentez qu'il y a encore des luttes entre eux. L'opposition regarde aussi bras croisés et dit « Ah ben vous êtes coalisés, mais comment vous êtes en train d'échouer ?» Et donc l'histoire se bâtit à travers tous ces conflits. Mais nous devons à un moment donné prendre conscience, comme d'autres peuples l'ont fait, qu'en fait il faut que la récréation s'arrête. Nous sommes face à des enjeux d'histoire, des enjeux de l'humanité, qui nécessitent que nous puissions définir nos stratégies, que nous puissions voir quels sont les éléments qui vont intervenir pour la construction du pays et quels sont les éléments négateurs de la prospérité du pays. Donc, quels sont les éléments qui vont porter notre peuple vers le devant et quels sont les éléments qui vont faire reculer notre peuple. Nous n'avons pas le droit d'échouer comme Congolais, comme je dirais, je me permets de le dire aussi, intellectuels congolais, comme les gens qui ont, comme je dirais encore, comme des sages congolais. Pas seulement des sages en termes de savoir, les sages spirituels. Je vois parfois cette guéguerre entre les catholiques, les protestants, les églises de réveil, les musulmans. Mes chers amis, c'est d'eux que nous attendons la sagesse. C'est d'eux que nous attendons la sagesse. On ne peut pas assister là à des gens qui se jettent. Ah, vous êtes corrompus, ah, vous ne l'êtes pas. Hein. Non, il faut enjamber cette étape. Il faut que politiques, sages, religieux, techniciens, universitaires, que nous puissions nous mettre dans une logique de développement, une logique de la compétition au niveau universel. Et c'est ça que les 60 ans peuvent procurer comme leçon importante. Et que l'avenir doit être un avenir de construction et pas un avenir de diatribe, d'attaque mutuelle, de sissiparisation du pays, si je peux me permettre de dire, de rentrer vers le tribalisme, de rentrer vers ces petites entités. Non, ce n'est pas cet avenir-là. Ça ne fait pas avancer le pays. Ça ne fait pas avancer le pays. Et donc, si ce nous national, si cette citoyenneté, si cette fierté congolaise peut être brandie au devant, placée comme un intérêt collectif de nous tous, et cet intérêt collectif est justement dans la Constitution, les valeurs qui sont énumérées comme étant nos valeurs de référence,
Si nous nous mettons d'accord autour de ça, nous pourrions alors nous dire l'essentiel c'est de travailler. L'essentiel ce n'est pas de ruiner les efforts collectifs par des détournements. L'essentiel c'est de ne pas nous battre en vue de faire arriver son neveu comme président de la CENI, de faire arriver son frère comme membre de la CENI. Non, le plus important devient qu'un Congolais compétent soit là pour l'équité, pour la bonne organisation, pour que nous puissions faire avancer notre structure électorale, pour que nous puissions faire avancer notre présidence, notre gouvernement, notre Assemblée nationale, notre Sénat, notre justice. Oui, merci beaucoup Jean Bouillout. Alors nous allons parler politique et puis infrastructure pour terminer. La veille de cette indépendance a été émaillée des petits troubles. Alors ces troubles ont été dus à la proposition de loi Sakata Minako. Quelle est votre lecture et votre point de vue par rapport à ça? Et si vous avez aussi un message en 2 minutes que vous pouvez lancer à la population, aux uns et aux autres, au FCC et au CACH, au nom de la paix, au nom de l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est lequel? Merci. Les propositions de loi Minako Sakata ont été brouillées par des conflits politiques. Mais la population n'a pas compris l'enjeu majeur de ces propositions. Parce que l'enjeu est en réalité technique. Nos lois et les lois universelles distinguent dans la justice généralement 3 instances. Ce qu'on appelle les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent, les juges, et les magistrats du parquet, ceux qui poursuivent. Et la 3e entité, c'est la prison. Le ministre de la Justice chapeaute la justice, c'est-à-dire la politique nationale. Les juges sont indépendants. C'est-à-dire que quand un juge... C'était pas pour donner plus de pouvoir au ministre de la Justice, au vice-premier ministre, ministre de la Justice? Non, écoutez-moi. Donnez-moi une minute. Oui, c'est une question, nous on pose des questions. Les juges sont indépendants. Oui. On dit que dans la mission que la société donne à un juge, de dire la justice, le juge ne doit être conduit que par sa conscience et par la loi. Et c'est pour cette raison que le juge a la mission non seulement de juger les individus, même les institutions, et même la République qui lui a donné ce pouvoir. Les juges condamnent plus d'une fois à la République, à des sommes faramineuses d'ailleurs. Parfois on s'en plaint. Cependant, les magistrats du parquet, la loi dit qu'ils sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et leur organe de sanction, c'est le conseil, donc tous les magistrats, qu'ils soient le juge, que ce soit les magistrats du parquet, ils ont comme organe de sanction le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Mais la réforme veut essentiellement donner la possibilité au gouvernement d'avoir un œil, notamment au ministre de la Justice, d'avoir un œil sur le comportement des magistrats du parquet. Parce que tout autant que je consens en tant qu'avocat qu'il y a de bons juges et d'excellents juges, qui arrivent même à mourir pauvres à cause de leur salaire médiocre, disons du respect des principes et de l'éthique. Et de l'éthique. Autant au parquet, il y a d'excellents magistrats qui aussi acceptent de mourir de faim, mais qui se disent « je suis magistrat du parquet, je ne vais pas abuser de la loi ». Mais les magistrats qui sont visés dans ces lois-là, ce sont quelques criminels qui sont dans la boîte. Les brebis galeuses, comme on en trouve chez les professeurs, comme on en trouve chez les députés, comme on en trouve chez les ministres, chez les pasteurs, c'est eux qui sont concernés par les lois. Qu'est-ce que ça veut dire autrement? On dit ceci. On a fait un constat d'abord, que quand vous allez au Conseil supérieur de la magistrature, vous prenez les 10 dernières années, on n'a presque sanctionné aucun magistrat. Presque pas de magistrats sanctionnés. On se dit qu'il faut donner la possibilité à l'organe exécutif, notamment le gouvernement et le ministre de la Justice, qui est sous l'autorité duquel ils sont placés, de pouvoir exercer une action sur leurs autorités pour que les poursuites soient plus rapides. Parce que si nous laissons des gens comme les magistrats du parquet, auxquels la loi, le pays, la communauté nationale confèrent énormément de pouvoirs, parce qu'ils ont des pouvoirs qu'aucune autre autorité ne détient. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les ministres, ni les députés, ni même les juges. Ni même les juges.
Ils n'ont autant de pouvoir que les magistrats du parquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un magistrat du parquet est le seul habilité à faire un papier aujourd'hui. Monsieur Aimé, tu es arrêté. C'est la loi qui lui confère. C'est un officier de police judiciaire à compétence générale. Mais il a fallu un instant. Et beaucoup de magistrats, ou quelques-uns des magistrats dans ce corps, utilisent souvent ce pouvoir, non pas pour l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, mais ils l'utilisent pour leur propre finalité, soit gagner de l'argent, soit satisfaire un ami qui dit coince-moi un peu ce gars-là et tout ça. Et on dit que si même un magistrat abuse de ce pouvoir et que tu l'amènes au Conseil supérieur, il va se passer une année avant que le Conseil supérieur dise qu'il l'a jugé et parfois ça se finit en queue de poisson. Parce que le Conseil supérieur est aussi composé uniquement de magistrats. Et on a constaté qu'il y a une certaine autoprotection du groupe. OK? Alors, nous disons, les propositions de loi là disent qu'il faut donner une possibilité à un membre de l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui conduit la politique du pays, y compris la politique judiciaire, d'exercer une pression sur ces magistrats-là pour qu'ils n'abusent pas de ce pouvoir-là, pour qu'ils soient obligés de déférer rapidement les personnes qu'ils arrêtent devant la justice. Et comme tel, ce sont des propositions qui sont bénéfiques pour la population, parce que depuis l'époque de Singaoudjou, le ministre Singaoudji, depuis l'époque de Singaoudjou, il y a toujours plein de gens dans les cachots, placés par certains magistrats, et parfois les mêmes, et qui n'arrivent pas à sortir. Alors, dans la mesure où la loi propose que ces magistrats qui dévient de leur chemin soient contraints d'être présentés devant leur juge naturel, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, assez rapidement, grâce à la vigilance du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui va répondre, après tout, de ses actes devant le peuple, il n'y a rien de mauvais dans cette loi. Maintenant, on a posé la question de contexte, on a posé la question de dire c'était le moment, est-ce que c'était opportun, est-ce que... Ça ne tue pas la validité de la loi, parce que chaque fois que la population est servie en ce qu'elle voit que quelqu'un qui a commis une faute a été sanctionné, eh bien la population s'en réjouit. Et il faut présenter les choses sous cette forme-là. Il s'agit de la possibilité pour le gouvernement d'instruire les hauts magistrats, d'instruire le Conseil supérieur pour que la poursuite, la sanction des magistrats du parquet soit effective. De sorte que ceux qui veulent échapper à la sanction dans ce corps, et qui ne sont pas très nombreux, mais qui peuvent gangréner le corps, que cela soit poursuivi dans l'actualité des faits qu'ils commettent. Et je crois que c'est important de savoir que, parce que beaucoup, j'ai suivi un peu les extraits des interviews, on demande à quelqu'un, bon les lois là c'est quoi? On dit non, on veut nommer Minakou, qu'il devienne procureur. Mais donc le type il est dans la rue, il ne sait pas pourquoi il est dans la rue. Mais il y a aussi un problème, maître Minakou n'a pas vraiment vulgarisé. Vous savez, si la désinformation tue, comme on dit en lingala, je ne prends pas la part de Minakou, je ne prends pas la part de la population. En tant que journaliste, on analyse, on dit qu'il a fallu que ce soit en amont vulgariser pour que la population sache et comprenne l'importance de ces positions de loi Sakata Minakou. Merci beaucoup, je vous ai senti ici vraiment beaucoup plus avocat de Minakou. On le cherchera peut-être demain, après-demain, pour essayer de vulgariser aussi cette proposition de loi Sakata Minakou et faire savoir le contenu. On a stoppé, on a décidé de reprendre l'examen de cette loi à la session de septembre. Donc on va profiter pour chercher l'honorable Obel Minakou. C'est un appel des faits qu'on lui lance. Alors, Maître Jean Bouillou, vous revenez incessamment encore de votre grand Tanganyika. Qu'est-ce qui explique trop de mouvements là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? On peut savoir? Oui, disons, au mois de mai, j'étais à Kabalo pour les inondations. Je crois que vous avez vu un peu ce qui s'est passé là. Suivi, le fleuve a débordé, ça crée beaucoup de misère. Le gouvernement est intervenu. C'était 5 territoires sur les 6 qui comptent le Tanganyika. C'est exact. Et pratiquement tous les territoires, hein, il faut le dire. Nous sommes beaucoup moins que les 4 autres. Mais le gouvernement est intervenu assez efficacement, même s'il n'a pas résolu tous les problèmes. Je crois qu'on a vu ça. Alors cette fois-ci, j'étais rentré là
C'était pour assister à la sortie d'un navire qu'un compatriote congolais a fait construire, qui est le plus grand navire dans le lac Tanganyika. C'est le navire Amani qui a été construit à l'initiative du président sortant Joseph Kabila Kabange. Et j'étais un peu au début de l'initiative. L'initiative est importante parce que ce sont des ingénieurs congolais qui ont fait le plan. Ce sont des ingénieurs et des soudeurs, des ajusteurs congolais. Donc, il n'y a aucun étranger qui a participé du début à la fin. Non, il y a eu des compétences étrangères. C'est-à-dire que lorsque le plan a été fait, oui, lorsque notamment le plan a été fait, il a fallu le faire valider par des ingénieurs, une maison d'ingénierie de France. Oui. Et cette maison d'ingénierie de France, non seulement a validé, mais elle a suivi toute la soudure de bout en bout et tous les principes de stabilité du bateau. Il y a eu également des experts congolais venant d'Afrique du Sud qui ont aussi participé à ce travail. Il y a eu quelques experts indiens dans les débuts qui étaient aussi dans ce travail. Mais toute la soudure et tous les finissages actuels, c'est des Congolais. Et ça a permis de développer toute une génération de soudeurs qui commencent à nous dire mais honorable, achète-moi un poste à souder, je voudrais continuer à souder. Donc ça veut dire qu'il y a eu une certaine compétence locale qui a été faite et ce bateau est sorti de cale. On a navigué pendant un certain temps pour voir sa stabilité. C'était pas l'inauguration, on tient à signaler, c'était juste un essai. C'était un essai technique. C'était un essai technique de sortie de cale qui est un événement important pour les marins eux-mêmes. Oui. Parce que ça leur permet d'évaluer un peu ce qu'ils ont fait. Et j'étais content qu'à l'évaluation, on a dit non, du point de vue technique, pour le moment, il n'y a aucun problème. Mais ça doit passer toute une étape de suivi, de contrôle, parce que ce n'est pas en un jour qu'on découvre les petits diables qui sont cachés dans les détails. Donc c'est quand même important que 60 ans après notre indépendance, qu'une initiative congolaise construise un bateau avec des nationaux, évidemment une certaine expertise d'étrangers ou de ceux qui ont étudié à l'étranger, et qu'on arrive à avoir sur l'eau un bateau de 1000 tonnes comme poids autonome. Le poids du bateau c'est 1000 tonnes et sa capacité d'accueil c'est combien de tonnes? 2000 tonnes, ce qui fait au total 3000 tonnes. 3000 tonnes. Et c'est le premier bateau qui va naviguer dans le lac Tanganyika qui a cette capacité-là. C'est le plus grand. Le plus grand. Il est plus grand que ITB Kokolo. Oh, plus grand que ça. Plus grand que ça, oui. Parce qu'il a d'ailleurs 94 mètres de long et 17 mètres de large. Ce qui est une longueur qui n'a jamais été atteinte à ce niveau-là. Donc nos voisins comme la Tanzanie, comme la Zambie, comme le Burundi qui sont autour du lac vont se dire oui, le Congo c'est quand même un grand pays. Oui, c'est un grand pays. Mais ça va aussi aider parce que le bateau peut transporter par exemple d'un coup 40 conteneurs. Alors que lorsque nous importons d'Asie, en passant par Dar es Salaam, on arrive à Kigoma, on doit faire traverser 2-3 conteneurs. Et donc, si vous voulez faire une initiative importante, comme il y a un hôpital en construction académique, comme il y a des initiatives d'améliorer le port, comme il y a des initiatives dans le domaine routier et tout ça, domaine minier, il faudra qu'on ait cette capacité de faciliter la circulation des marchandises et des biens de première nécessité du point de vue technologique. J'ose croire que vous avez sensibilisé aussi votre base par rapport à la pandémie du coronavirus. Maître, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a d'autres questions qui sont restées en souffrance. On organisera dans les jours à venir. En 2 minutes, si vous pouvez conclure cette émission, l'avenir du Congo, 5 ans après, vous allez conclure cette interview d'aujourd'hui. En 2 minutes, maître. Oui, merci. Là, comme Lumumba l'avait dit, nous devons nous assumer. Et Mzee l'a dit, organisons-nous, nous devons nous assumer. Et donc, dans les années à venir, nous devons construire, nous devons être constructifs. Dès maintenant jusqu'au vers l'avenir. Et pour construire, nous devons être ensemble. Nous devons minimiser nos différences, nos égarements, nos jalousies, nos haines, pour être des hommes nouveaux. Et nous avons besoin pour cela des hommes de Dieu, des scientifiques, des académiciens, des politiques, des sportifs, des musiciens. Nous avons besoin de tous pour aller vers cet avenir-là. Un avenir meilleur, un Congo plus beau qu'avant. Et nous n'avons pas besoin de guéguerres entre nous. Et nous n'avons pas besoin de gens qui attisent les guéguerres et même les guerres.
qui en promettent même. On n'a pas besoin de ça. Et je dirais également que dans un avenir de 25 à 50 ans, nous devons ambitionner avoir fait quelque chose de nos matières premières, de nos ressources humaines, de nos forêts, de nos eaux, ainsi de suite, au lieu de rester toujours à la traîne en train de nous plaindre des colonisateurs. 60 ans, allons de l'avant pour un Congo plus beau qu'avant, mais soyons unis, soyons ensemble, privilégions l'intérêt général, l'intérêt de la population, au lieu de privilégier nos intérêts politiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maître Mbouye. Merci aussi. Merci. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci d'avoir suivi cette émission. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité. Mais entre-temps, prenez bien soin de vous car le coronavirus existe et il continue à tuer. Respectons les gestes barrières, respectons la distance, le port de masque obligatoire. Le port de masque obligatoire, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous clôturons cette émission en vous disant infiniment merci encore une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, mais abonnez-vous également massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo où vous allez également retrouver cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye.